Le cœur ravagé par la solitude après avoir enterré sa femme de ses propres mains, Joseph se figea devant le lynx roux qui fixait sa cabane d'un regard d'une intensité troublante. Ce qu'il ignorait, c'est que cette créature sauvage, apparue comme un fantôme à l'orée des bois, serait sa seule chance de survivre à la douleur qui le consumait. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde vous nous regardez. Allons-y. Les montagnes du Jura français se drapent d'un silence pesant lorsque l'hiver s'installe. La neige recouvre les vallées et les forêts d'épicéas d'un blanc immaculé qui étouffe les sons, comme si la nature elle-même respectait le deuil de Joseph Mercier. À 72 ans, cet homme aux épaules voûtées par le poids des années et du chagrin vient de vivre l'épreuve la plus déchirante de son existence. Enterrer Élise, sa femme de 48 ans, sans personne à ses côtés pour partager sa douleur. La cérémonie s'était déroulée 3 semaines auparavant, dans le petit cimetière du village de Saint-Laurent en Grand-Vaux. Le curé avait prononcé quelques mots, mais aucun autre habitant n'était présent. Non par manque de compassion, mais parce que Joseph avait toujours vécu en marge, préférant la compagnie des arbres et des montagnes à celle des hommes. Seule Élise avait su apprivoiser ce cœur sauvage, et maintenant qu'elle était partie, Joseph se retrouvait véritablement seul face à l'immensité du monde. Sa cabane en bois, qu'il avait construite de ses mains 30 ans plus tôt, se dressait à flanc de montagne, à 1 heure de marche du village le plus proche. En été, quelques randonneurs s'aventuraient parfois jusqu'à lui, attirés par les framboises sauvages qui poussaient en abondance sur son terrain. Mais l'hiver, personne ne venait troubler sa solitude, et c'était précisément ce qu'il recherchait aujourd'hui, un silence aussi profond que son chagrin. Ce matin-là, Joseph se leva comme il l'avait fait chaque jour depuis le départ d'Élise, mécaniquement, sans envie, poussé uniquement par les besoins fondamentaux de son corps. Il raviva le feu qui couvait dans le poêle à bois, prépara un café fort qu'il but debout en regardant par la fenêtre le paysage hivernal. La neige était tombée abondamment pendant la nuit, effaçant toute trace de vie autour de la cabane. Il faudrait déblayer le chemin jusqu'au hangar, s'assurer que le toit de l'appentis ne cède pas sous le poids blanc. Des tâches, encore des tâches. C'était tout ce qui lui restait, accomplir des gestes quotidiens pour tenter d'oublier l'absence qui lui dévorait les entrailles. Joseph enfila son épais manteau de laine, son bonnet usé et ses gants de cuir rapiécés. L'air glacial lui mordit le visage dès qu'il ouvrit la porte, mais il accueillit cette douleur physique presque avec soulagement. Elle lui rappelait qu'il était encore vivant malgré tout. Pelle en main, il commença à déblayer le petit chemin qui menait au hangar où il stockait son bois de chauffage. Le crissement de la neige sous ses bottes et le souffle court qui s'échappait de sa bouche en volute blanche étaient les seuls sons qui troublaient le silence des montagnes. Puis soudain, il sentit un regard sur lui. Joseph se figea, pelle en l'air. Lentement, il tourna la tête vers la lisière de la forêt qui bordait sa propriété. Là, partiellement dissimulé derrière un jeune sapin, se tenait un lynx roux. L'animal le fixait de ses yeux ambrés, immobile, comme une apparition. Joseph n'en croyait pas ses yeux. Les lynx étaient un rare dans la région et bien qu'il ait passé sa vie dans ces montagnes, il n'en avait aperçu que 3 fois en tout, et jamais d'aussi près. L'animal devait être jeune, à en juger par sa taille modeste, mais ses pinceaux noirs aux oreilles et sa queue courte ne laissaient aucun doute sur son espèce. Son pelage tacheté se fondait parfaitement dans le jeu d'ombres et de lumière créé par les branches des sapins chargés de neige. « Qu'est-ce que tu viens faire par ici, toi ?» murmura Joseph, plus pour rompre le silence que dans l'espoir d'une réponse. Comme s'il avait compris la question, le lynx inclina légèrement la tête, ses yeux toujours rivés sur l'homme. Puis, aussi silencieusement qu'il était apparu, il se détourna et disparut entre les arbres, ne laissant que des empreintes délicates dans la neige fraîche. Joseph resta immobile quelques instants, la pelle toujours en suspens.
Cette brève rencontre avait provoqué en lui une émotion qu'il n'arrivait pas à identifier. De la surprise, certainement, mais aussi autre chose, comme une minuscule fissure dans la chape de plomb qui pesait sur son cœur depuis la mort d'Élise. Il reprit son travail, mais ses pensées restaient accrochées à cette vision fugace. Élise aurait aimé voir ça. Elle qui passait des heures à observer les oiseaux depuis la fenêtre de la cuisine, notant méticuleusement leurs allées et venues dans un carnet à la couverture élimée. « Regarde, Joseph, le rouge-gorge est revenu », s'exclamait-elle parfois avec un enthousiasme qui le faisait sourire. Un lynx, elle aurait été émerveillée. Le soir venu, assis près du poêle qui diffusait une chaleur réconfortante dans la cabane, Joseph se surprit à penser encore au félin. Il se leva et alla chercher dans la bibliothèque un vieux livre sur la faune des montagnes du Jura. Les pages jaunies craquèrent lorsqu'il l'ouvrit, libérant une odeur de papier ancien et de poussière. Il trouva le chapitre consacré au lynx et lut avec attention les informations sur cet animal discret et solitaire. Le lynx boréal, ou lynx d'Eurasie, lynx lynx, est un félin timide qui évite généralement la présence humaine. Territorial, il chasse principalement des petits ongulés comme le chevreuil, mais peut se rabattre sur des proies plus petites en période de disette. Joseph ferma le livre et contempla les flammes qui dansaient dans le poêle. Si le lynx s'était approché si près de sa cabane, c'était peut-être parce que l'hiver rigoureux rendait la chasse difficile. Les chevreuils descendaient probablement vers les vallées, là où la neige était moins épaisse et où ils pouvaient trouver de la nourriture plus facilement. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Joseph ne s'endormit pas en pensant à Élise et au vide qu'elle avait laissé, mais au regard ambré du lynx qui semblait avoir percé le voile de sa solitude. Le lendemain matin, après un petit déjeuner frugal, Joseph enfila de nouveau ses vêtements d'extérieur. Il avait décidé de marcher jusqu'à la lisière de la forêt, peut-être pour voir si l'animal y avait laissé d'autres traces de son passage. La neige avait cessé de tomber, et un pâle soleil d'hiver illuminait le paysage d'une lumière cristalline. Arrivé à l'endroit où il avait aperçu le lynx la veille, Joseph s'accroupit pour examiner les empreintes. Elles étaient toujours visibles, quoiqu'un peu estompées par la légère couche de neige tombée durant la nuit. Il les suivit du regard, remarquant qu'elles formaient un arc de cercle autour de sa propriété, avant de s'enfoncer dans l'épaisseur de la forêt. Une idée lui traversa l'esprit. Il retourna rapidement à la cabane et se dirigea vers la remise où il conservait les restes de son dernier gibier. Joseph n'était pas un chasseur, mais il posait parfois des collets pour attraper quelques lièvres qui complétaient son alimentation. Il avait préparé un lièvre 2 jours auparavant et avait gardé les abats dans un récipient, comptant les enterrer une fois le sol dégelé. Il prit ce récipient et retourna à la lisière de la forêt. Là, il déposa les abats sur une souche d'arbre visible depuis la cabane, puis recula de quelques pas. C'était une folie, bien sûr. Le lynx ne reviendrait probablement pas, et même s'il le faisait, il ne s'approcherait pas d'un appât aussi visible, placé si près d'une habitation humaine. Pourtant, Joseph ressentait le besoin inexplicable de tenter ce geste, comme un message adressé à la forêt et à ses habitants. « Je suis là, moi aussi je suis seul ». Il retourna à ses occupations quotidiennes, fendant du bois pour le poêle, réparant une fuite dans le toit de l'appentis, préparant un ragoût qui mijoterait lentement toute la journée. De temps en temps, il jetait un coup d'œil par la fenêtre en direction de la souche, mais rien ne bougeait à l'orée du bois. Le soir vint, et avec lui, le crépuscule précoce de l'hiver montagnard. Joseph alluma la lampe à pétrole qui illumina la cabane d'une lueur chaude et tremblotante. Par acquis de conscience, il regarda une dernière fois vers la souche avant de tirer les rideaux. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Le lynx était là, immobile près de la souche,
ses yeux reflétant la lumière qui s'échappait de la cabane comme deux petites lunes dorées dans l'obscurité naissante. Joseph retint son souffle, craignant que le moindre mouvement ne fasse fuir l'animal. Pendant ce qui lui sembla une éternité, homme et félin s'observèrent à travers la vitre, séparés par quelques mètres et un monde de différence. Puis, avec une élégance qui contrastait avec la rudesse de l'environnement, le lynx s'approcha de la souche, renifla l'offrande et d'un mouvement vif s'en saisit avant de disparaître à nouveau dans l'obscurité de la forêt. Joseph resta là, debout devant la fenêtre, longtemps après que le lynx eut disparu. Son cœur battait d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des semaines. Pour la première fois depuis l'enterrement d'Élise, il sourit. Un sourire ténu, fragile, mais réel. « Il reviendra », murmura-t-il dans la cabane silencieuse, comme une promesse faite à lui-même et au souvenir d'Élise, qui semblait flotter dans l'air autour de lui. Cette nuit-là, Joseph dormit d'un sommeil plus profond qu'il ne l'avait fait depuis des semaines. Au matin, son premier geste fut de regarder par la fenêtre en direction de la souche. Bien sûr, il n'y avait rien à voir, sinon la neige immaculée et les quelques traces qui témoignaient du passage du lynx. Mais ces empreintes suffisaient à confirmer que la rencontre de la veille n'avait pas été un rêve né de sa solitude. Après un petit déjeuner rapide, Joseph se rendit jusqu'à la souche et constata que les abats avaient effectivement disparu. Il sourit, satisfait, et décida de renouveler l'expérience. Il avait encore quelques morceaux de viande dans son garde-manger, principalement du gibier qu'il avait préparé et conservé pour l'hiver. Élise avait toujours eu un don pour accommoder le gibier, transformant la viande parfois coriace en ragoûts savoureux qui embaumèrent la cabane. Joseph n'avait pas ce talent, mais il se débrouillait par nécessité plus que par goût. Il coupa un petit morceau de viande, plus substantiel que les abats de la veille, et le déposa sur la souche. Puis il vaqua à ses occupations habituelles, mais avec une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. De temps en temps, il jetait un coup d'œil vers la lisière de la forêt, mais le lynx ne se montra pas de la journée. Ce n'est qu'au crépuscule, alors que Joseph s'apprêtait à préparer son dîner, qu'il aperçut à nouveau la silhouette tachetée à l'orée du bois. Cette fois, l'animal semblait moins méfiant. Il s'avança d'un pas souple vers la souche, renifla le morceau de viande, puis le saisit délicatement entre ses mâchoires. Mais au lieu de disparaître immédiatement dans la forêt comme la veille, il s'assit sur son arrière-train et commença à manger, gardant un œil vigilant sur la cabane. Joseph resta immobile derrière sa fenêtre, fasciné par le spectacle. La grâce naturelle du félin, la précision de ses mouvements, la façon dont ses oreilles pivotaient pour capter le moindre son, tout en lui inspirait le respect. C'était un prédateur, certes, mais il dégageait une beauté sauvage qui touchait Joseph au plus profond de son être. Lorsque le lynx eut terminé son repas, il se lécha consciencieusement les babines, puis, au lieu de partir, il s'allongea près de la souche, les pattes repliées sous lui, comme s'il se sentait en sécurité dans cet espace entre forêt et civilisation. Joseph n'osait toujours pas bouger, craignant d'effrayer son visiteur. Finalement, après une dizaine de minutes, le lynx se releva, s'étira longuement et s'éloigna d'un pas tranquille vers les profondeurs de la forêt. Cette scène se répéta les jours suivants. Chaque matin, Joseph déposait un morceau de viande sur la souche et chaque soir, le lynx venait le chercher. Parfois, il restait un moment après son repas, s'allongeant dans la neige ou faisant sa toilette avant de repartir dans son territoire sauvage. D'autres fois, il prenait la viande et disparaissait aussitôt. Mais il venait toujours, et Joseph commença à attendre ses visites avec une impatience qui le surprenait lui-même. Un soir, alors que le lynx était particulièrement détendu, restant plus longtemps que d'habitude près de la souche, Joseph décida de tenter une approche. Lentement, très lentement, il ouvrit la porte de la cabane et fit un pas dehors. Le lynx se figea instantanément,
tous ses sens en alerte. Joseph s'immobilisa également, parlant doucement, d'une voix basse et calme. « Tout va bien, mon beau. Je ne te veux aucun mal. » Le lynx ne s'enfuit pas, mais sa posture indiquait clairement qu'il était prêt à bondir au moindre mouvement suspect. Joseph resta sur le seuil, n'essayant pas de s'approcher davantage. Après quelques minutes de cette confrontation silencieuse, le lynx sembla se détendre légèrement, et Joseph prit le risque de s'asseoir sur les marches du perron, toujours en parlant doucement. « Tu sais, tu es le premier à qui je parle vraiment depuis qu'Élise est partie. Les gens du village, ils essaient d'être gentils, mais ils ne comprennent pas. Comment pourraient-ils comprendre? Élise et moi, on était ensemble depuis si longtemps qu'on était comme un seul être. Et maintenant, je ne suis plus que la moitié de ce que j'étais. » Le lynx l'observait, ses yeux dorés reflétant la lueur qui s'échappait de la cabane. Joseph continuait à parler, déversant des mots qu'il avait gardés en lui depuis des semaines. « Elle aimait tellement cet endroit. C'est elle qui a insisté pour qu'on s'installe ici, tu sais. Moi, j'étais né au village. Je ne connaissais que ça. Mais Élise, elle venait de la ville. Elle disait toujours que la vraie liberté, c'était de vivre au rythme des saisons, loin du bruit et de l'agitation. J'ai construit cette cabane pour elle, avec mes mains. » Un vent léger se leva, faisant tomber un peu de neige des branches des sapins. Le lynx frissonna légèrement mais ne bougea pas. Les gens pensaient qu'elle était folle de vouloir vivre si loin de tout. Une institutrice qui abandonne son poste pour élever des chèvres dans la montagne. Mais elle n'a jamais regretté. Même quand l'arthrite a commencé à lui rendre la vie difficile, même quand l'hiver était si rude qu'on restait parfois bloqué pendant des semaines. Elle disait toujours que chaque jour ici valait une année en ville. Joseph soupira, son souffle formant un nuage de vapeur dans l'air froid. Et maintenant, elle est partie. Comme ça, sans prévenir. Une embolie pulmonaire, qu'ils ont dit. Si rapide que même si on avait habité à côté de l'hôpital, il n'aurait rien pu faire. Le lynx se leva soudainement, et Joseph crut qu'il allait s'enfuir. Mais l'animal s'étira simplement, puis s'approcha de quelques pas, réduisant la distance qui les séparait. Il s'arrêta à environ 5 mètres de Joseph, s'assit à nouveau, et le regarda avec ce qui semblait être de la curiosité. « Je crois que je vais t'appeler Sylvain », dit Joseph après un moment de réflexion. Ça vient du latin silva, qui signifie forêt. Élise m'a appris ça. Elle connaissait l'origine de tous les mots, tu sais. Elle aurait pu te donner un bien meilleur nom, j'en suis sûr. Le lynx Sylvain inclina légèrement la tête, comme s'il approuvait ce choix. Puis, dans un mouvement fluide, il se retourna et disparut dans l'obscurité de la forêt, laissant Joseph seul avec ses souvenirs, et pour la première fois depuis longtemps, un sentiment d'anticipation pour le lendemain. Les jours se transformèrent en semaines, et une routine s'établit entre l'homme et le félin. Chaque matin, Joseph déposait de la nourriture sur la souche, parfois de la viande, parfois du poisson qu'il pêchait dans le lac gelé, à 1 heure de marche de la cabane. Chaque soir, Sylvain venait la chercher. Progressivement, le lynx s'habituait à la présence de Joseph, lui permettant de s'asseoir sur le perron pendant qu'il mangeait, parfois même de s'aventurer jusqu'à mi-chemin entre la cabane et la souche. Un jour, alors que Joseph était sorti plus tôt que d'habitude pour déblayer la neige qui s'était accumulée pendant la nuit, il aperçut Sylvain à la lisière de la forêt. C'était la première fois que le lynx se montrait en plein jour. Joseph s'arrêta, pelle en main, et observa l'animal qui semblait hésiter. « Bonjour Sylvain, dit-il doucement. Tu es bien matinal aujourd'hui. » Comme en réponse à sa voix, le lynx s'avança prudemment. Il s'arrêta plusieurs fois, tous ses sens en éveil, prêt à fuir au moindre signe de danger. Mais Joseph resta parfaitement immobile, et finalement Sylvain arriva jusqu'à la souche habituelle. Il n'y avait pas encore de nourriture. Joseph n'avait pas eu le temps d'en déposer, mais le lynx ne semblait pas s'en soucier.
Il s'assit près de la souche et regarda Joseph avec une intensité qui le troubla. « Attends, » dit Joseph, « j'ai quelque chose pour toi. » Lentement, il retourna vers la cabane, conscient que Sylvain suivait chacun de ses mouvements. Il entra et ressortit quelques instants plus tard avec un morceau de viande fraîche. Au lieu de le déposer sur la souche comme d'habitude, il s'avança vers le lynx et s'arrêta à mi-chemin, tenant la viande dans sa main gantée. Sylvain hésita, visiblement tiraillé entre méfiance et faim. Joseph ne bougea pas, patient, la main tendue. Après ce qui sembla une éternité, le lynx s'approcha pas à pas, s'arrêtant à chaque mètre pour évaluer la situation. Finalement, il fut assez près pour sentir l'odeur de la viande, et dans un mouvement rapide mais précis, il la saisit délicatement entre ses dents, frôlant à peine les doigts de Joseph à travers le cuir épais de ses gants. Ce contact, aussi fugace fut-il, provoqua chez Joseph une émotion si forte qu'il sentit les larmes lui monter aux yeux. Pour la première fois depuis la mort d'Élise, il avait l'impression de partager quelque chose avec un autre être vivant, d'établir une connexion qui transcendait les mots et les conventions sociales. Sylvain recula de quelques pas avec son butin mais ne s'enfuit pas. Il commença à manger, gardant un œil sur Joseph qui n'avait toujours pas bougé. Lorsqu'il eut terminé, le lynx s'approcha à nouveau, reniflant l'air autour de l'homme comme pour mémoriser son odeur. Puis, avec un mouvement de tête qui ressemblait presque à un salut, il fit demi-tour et retourna vers la forêt, sa démarche souple laissant à peine des traces dans la neige. Joseph resta là, immobile dans le froid mordant, longtemps après que Sylvain eut disparu. Son cœur battait d'une émotion nouvelle, un mélange de gratitude et d'émerveillement. Il avait l'impression qu'Élise lui avait envoyé ce compagnon inattendu pour l'aider à traverser son deuil, pour lui rappeler que la vie, dans toute sa beauté sauvage et imprévisible, continuait, malgré la douleur de l'absence. Ce soir-là, une tempête s'abattit sur la montagne. Le vent hurlait entre les arbres, faisant grincer la charpente de la cabane comme un vieil homme qui se plaint de ses rhumatismes. Joseph avait renforcé les volets et alimenté généreusement le poêle, créant dans son modeste logis une bulle de chaleur qui contrastait avec la furie des éléments à l'extérieur. Assis dans le fauteuil à bascule qu'il avait fabriqué pour Élise lorsque l'arthrite l'empêchait de rester debout trop longtemps, il écoutait la tempête, un verre de gnôle fait maison à la main. Il pensait à Sylvain. Le lynx avait-il trouvé un abri contre cette tempête? Les félins sauvages savaient instinctivement où se réfugier quand le temps devenait menaçant, mais Joseph ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Cette préoccupation pour un autre être vivant, même sauvage, lui procurait une sensation étrange, comme si une partie de lui qui s'était engourdie avec la mort d'Élise reprenait vie lentement, douloureusement presque. « Tu trouverais ça ridicule, n'est-ce pas ?» dit-il à haute voix, s'adressant au portrait d'Élise posé sur la commode. Un vieil homme qui s'inquiète pour un lynx comme s'il s'agissait d'un chat domestique. Il pouvait presque entendre le rire d'Élise, ce son cristallin qui avait illuminé sa vie pendant tant d'années. Elle aurait trouvé cette situation amusante, certes, mais elle aurait aussi compris. Élise avait toujours eu cette capacité à percevoir les liens invisibles qui unissaient tous les êtres vivants. « Tu te souviens de cette biche blessée qu'on avait soignée, il y a quoi, 15 ans ? Tu avais insisté pour qu'on la garde dans l'appentis jusqu'à ce qu'elle puisse marcher correctement. Les gardes forestiers n'étaient pas contents. » Joseph sourit à ce souvenir. Élise avait tenu tête aux autorités avec une détermination farouche, arguant que la biche mourrait si on la transportait jusqu'à la station de soins la plus proche. Elle avait eu raison, bien sûr. L'animal s'était rétabli et avait fini par retourner dans la forêt, mais pendant des années, une biche, peut-être la même, peut-être l'une de ses descendantes, venait régulièrement à la lisière de leur propriété, comme pour leur rendre visite. La tempête redoubla d'intensité, et un craquement plus fort que les autres fit sursauter Joseph. Un arbre venait probablement de céder sous la force du vent. Il se leva pour vérifier que tout allait bien,
faisant le tour de la cabane, s'assurant qu'aucune goutte d'eau ne s'infiltrait par le toit ou les fenêtres. La cabane était solide, construite pour résister aux hivers rigoureux des montagnes. Mais l'âge et les intempéries finissaient toujours par trouver les points faibles. En passant devant la fenêtre de la cuisine, un mouvement attira son attention. Il s'approcha et plissa les yeux pour percer l'obscurité et le rideau de neige qui tourbillonnait dans la lumière projetée par la cabane. Là, tout près du perron, une forme se déplaçait, luttant contre le vent. « Sylvain » murmura Joseph, incrédule. Il n'hésita qu'un instant avant d'enfiler son manteau et ses bottes. Ouvrir la porte fut une bataille contre le vent qui s'engouffrait dans l'ouverture avec une force sauvage. La neige, portée par les bourrasques, lui fouetta le visage comme des milliers d'aiguilles glacées. Joseph protégea ses yeux d'une main et scruta l'obscurité. Le lynx était là, recroquevillé contre le mur de la cabane, cherchant un abri contre la tempête. En voyant Joseph, il se tendit, prêt à fuir malgré les éléments déchaînés. « N'aie pas peur, » dit Joseph, sa voix presque couverte par le hurlement du vent. « Tu peux rester là. » Il rentra rapidement, referma la porte derrière lui et se précipita vers la remise attenante à la cuisine. Il y gardait les outils et diverses fournitures, dont quelques couvertures usagées qu'il utilisait parfois comme chiffon. Il en prit une, la plus épaisse, et retourna vers la porte. Après une brève hésitation, il attrapa également un morceau de viande séchée dans son garde-manger. Dehors, la tempête n'avait pas faibli. Joseph s'avança précautionneusement sur le perron glissant et déposa la couverture pliée contre le mur, formant une sorte de niche improvisée à l'endroit où Sylvain s'était recroquevillé. Il plaça la viande séchée à côté, puis recula lentement. « Voilà, c'est mieux que rien, » dit-il avant de rentrer se mettre à l'abri. Par la fenêtre, il observa le lynx qui n'avait pas bougé, méfiant malgré son évidente détresse. Mais après quelques minutes, l'animal s'approcha lentement de la couverture, la renifla longuement, puis, dans un mouvement souple, se glissa dessus, se roulant en boule, son corps tacheté à peine visible sous les flocons qui s'accumulaient sur son pelage. Il saisit le morceau de viande et le mangea rapidement avant de se lécher les babines et de fermer les yeux, apparemment résigné à passer la nuit là sur ce perron, à la merci des éléments mais tout de même un peu protégé par la présence de la cabane et de la couverture. Joseph resta longtemps à la fenêtre, fasciné par ce spectacle. Que Sylvain ait choisi de chercher refuge près de sa cabane plutôt que dans la forêt signifiait quelque chose. Un lien se formait, fragile mais réel, entre deux êtres que tout aurait dû séparer. Cette nuit-là, Joseph dormit d'un sommeil agité, se réveillant plusieurs fois pour vérifier par la fenêtre si Sylvain était toujours là. À chaque fois, il distinguait la forme immobile du lynx sur le perron, et à chaque fois, il ressentait un soulagement inexplicable. Au matin, la tempête s'était calmée, laissant derrière elle un paysage transformé. La neige, épaisse de plusieurs dizaines de centimètres, scintillait sous le soleil timide qui perçait entre les nuages. Joseph se leva plus tôt que d'habitude, impatient de voir si Sylvain était encore là. Il ouvrit doucement la porte et trouva le perron vide. La couverture était toujours là, couverte de neige et portant l'empreinte du corps du lynx. Des traces fraîches partaient du perron et se dirigeaient vers la forêt, preuve que Sylvain était parti dès les premières lueurs de l'aube. Joseph sourit sans vraiment savoir pourquoi. Il ramassa la couverture, la secoua pour en ôter la neige et la ramena à l'intérieur. Au lieu de la remettre dans la remise, il la plia soigneusement et la plaça près de la porte, juste au cas où. La journée s'annonçait laborieuse. La tempête avait causé quelques dégâts. Une partie de la clôture qui entourait son petit potager estival était tombée et plusieurs branches jonchaient le sol autour de la cabane. Joseph passa la matinée à déblayer, à redresser ce qui pouvait l'être, à couper ce qui ne pouvait pas être sauvé.
Le travail physique lui faisait du bien, engourdi d'une son corps comme son esprit, lui donnant l'illusion temporaire de contrôler quelque chose dans sa vie qui semblait parfois dériver sans gouvernail depuis la mort d'Élise. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait déjà à décliner derrière les montagnes, Joseph prépara un ragoût avec les restes d'un chevreuil qu'il avait chassé la semaine précédente. L'odeur familière emplit la cabane, rappelant à Joseph les nombreuses soirées passées avec Élise autour de repas similaires, à discuter de tout et de rien, à planifier leurs projets, à simplement profiter de la présence l'un de l'autre. Comme à son habitude désormais, il déposa un morceau de viande sur la souche près de la lisière de la forêt. Mais ce soir, il ajouta quelque chose. La couverture qui avait servi d'abri à Sylvain pendant la tempête, pliée et placée à côté de la nourriture. Un geste symbolique, peut-être inutile, le lynx n'aurait probablement pas besoin de la couverture, mais qui signifiait beaucoup pour Joseph. C'était une invitation, une porte ouverte vers une relation plus profonde avec cet animal sauvage qui avait, sans le savoir, commencé à guérir son cœur brisé. Le crépuscule vint, puis la nuit, mais Sylvain ne se montra pas. Joseph commençait à s'inquiéter. La tempête avait-elle effrayé le lynx au point qu'il ne reviendrait plus? Ou pire, lui était-il arrivé quelque chose dans la forêt? Il était sur le point d'aller se coucher, résigné à l'idée de ne pas voir son visiteur nocturne ce soir-là, quand un mouvement près de la souche attira son attention. Sylvain était arrivé, silencieux comme toujours, se matérialisant presque comme un fantôme dans la nuit. Il s'approcha de la viande, la renifla, puis la prit délicatement entre ses dents. Ensuite, chose surprenante, il s'approcha de la couverture, la poussa du museau, la renifla longuement, puis, dans un geste qui semblait presque délibéré, posa une patte dessus. Joseph, observant cette scène depuis la fenêtre, sentit une émotion étrange l'envahir. Ce simple geste du lynx semblait sceller quelque chose entre eux, comme un pacte tacite de confiance mutuelle. Sylvain resta là un long moment, immobile, ses yeux reflétant la lumière de la cabane comme deux joyaux dorés dans l'obscurité. Puis il se détourna et disparut dans la nuit, laissant derrière lui la couverture et un homme dont le cœur semblait, pour la première fois depuis longtemps, un peu moins lourd. Les jours suivants apportèrent un répit bienvenu après la tempête. Le ciel s'éclaircit, révélant un bleu si profond qu'il semblait presque irréel au-dessus du paysage immaculé. La neige, tassée par son propre poids, formait une croûte craquante sous les pas de Joseph lorsqu'il s'aventurait hors de sa cabane. Chaque matin, il vérifiait les alentours, cherchant des traces du passage de Sylvain pendant la nuit. Et chaque matin, il en trouvait, des empreintes délicates qui formaient un cercle autour de la cabane, comme si le lynx montait la garde. Le rituel du soir, déposer de la nourriture sur la souche et attendre la venue de Sylvain, était devenu le point d'ancrage des journées de Joseph. Il avait commencé à ajouter des petites attentions, parfois un os à moelle qu'il avait pris soin de fendre pour que le lynx puisse accéder facilement à la substance nutritive, d'autres fois un morceau de poisson frais rapporté de sa dernière expédition de pêche sur le lac gelé. Sylvain, de son côté, semblait de plus en plus à l'aise avec cette routine. Non seulement il venait chaque soir, mais il restait plus longtemps, parfois jusqu'à 1 heure après avoir fini de manger, simplement assis près de la souche, observant Joseph à travers la fenêtre. Lors des nuits particulièrement froides, il s'installait même sur la couverture que Joseph avait laissée sur le perron, dormant d'un sommeil léger, toujours vigilant malgré cette confiance grandissante. Un soir, alors que le soleil se couchait plus tôt que d'habitude derrière un banc de nuages menaçants, Joseph eut une idée. Au lieu de déposer la nourriture et de rentrer dans la cabane comme il le faisait habituellement, il s'assit sur le perron, le morceau de viande posé à côté de lui sur les marches. Le froid mordant lui piquait le visage, mais il était bien emmitouflé dans son manteau doublé de fourrure, un bonnet enfoncé jusqu'aux oreilles
et des gants épais protégeant ses mains. Il attendit, patient. Le crépuscule s'installa, transformant le paysage en un camailleux de bleu et de violet. L'air était si pur et si froid qu'il semblait cristalliser à chaque respiration. Joseph resta immobile, laissant son esprit vagabonder vers des souvenirs plus chauds, des étés passés avec Élise, à cueillir des myrtilles sur les pentes ensoleillées, à observer les marmottes qui se prélassaient sur les rochers, à simplement exister dans cette nature qui avait été leur foyer et leur passion commune. Un léger crissement dans la neige le tira de sa rêverie. Sylvain était là, à la lisière de la forêt, hésitant visiblement devant cette nouvelle configuration. Joseph ne bougea pas, retenant presque sa respiration. Le lynx fit quelques pas prudents, s'arrêta, huma l'air, puis reprit sa progression vers le perron. Lorsqu'il fut à environ 3 mètres, il s'immobilisa, ses yeux dorés fixés sur Joseph avec une intensité qui semblait presque humaine. « Bonsoir, Sylvain, » dit doucement Joseph. « J'ai quelque chose pour toi. » Lentement, très lentement, il prit le morceau de viande et le tendit devant lui, le bras à moitié étendu. Le lynx hésita, visiblement tiraillé entre méfiance et envie. Joseph ne bougea pas, maintenant son bras tendu malgré la fatigue qui commençait à s'installer dans ses muscles. Le temps semblait suspendu, comme si la montagne entière retenait son souffle. Finalement, avec une grâce qui contrastait avec la tension du moment, Sylvain s'avança pas à pas, s'arrêtant fréquemment pour évaluer la situation. Lorsqu'il fut assez près, il étira le cou, ses moustaches frémissant légèrement, et saisit la viande entre ses dents, effleurant à peine les doigts gantés de Joseph. Puis, au lieu de reculer immédiatement comme il l'avait fait les fois précédentes, il resta là, mastiquant sa nourriture à moins d'1 mètre de l'homme. Joseph sentit son cœur battre plus fort. C'était la distance la plus courte qui les avait jamais séparés, et le lynx semblait relativement détendu malgré cette proximité inhabituelle. Enhardi par ce succès, Joseph parla doucement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Tu sais, Élise t'aurait adoré. Elle avait un don avec les animaux. Même les plus sauvages semblaient comprendre qu'elle ne leur voulait aucun mal. » Sylvain avait terminé son repas et se léchait les babines, ses yeux toujours fixés sur Joseph. Pour la première fois, l'homme put observer de près les détails du félin. Les touffes de poils noirs au bout de ses oreilles, les marques plus sombres qui tachetaient son pelage fauve, la puissance contenue dans ses pattes aux larges coussinets adaptés à la neige. Elle dessinait, tu sais, des croquis d'animaux surtout. Elle aurait rempli des carnets entiers avec tes portraits. À la mention d'Élise, comme si le ton de sa voix avait changé subtilement, Sylvain inclina la tête de côté, dans un geste presque interrogatif. Joseph sourit, touché par cette réaction qui, bien que probablement due au hasard, semblait établir un lien entre son passé et son présent. Le moment fut brisé par un son lointain, le bruit d'un moteur qui résonnait dans la vallée. Sylvain se tendit immédiatement, ses oreilles pivotant pour localiser la source du bruit. Avant que Joseph n'ait pu dire quoi que ce soit, le lynx avait bondi et disparu dans l'obscurité de la forêt, ne laissant que ses empreintes dans la neige comme preuve de sa présence. Joseph se leva, les membres raides après être resté si longtemps immobile dans le froid. Le bruit du moteur se rapprochait, probablement une motoneige à en juger par le son caractéristique. Les visiteurs étaient rares en cette saison, surtout après une tempête qui avait rendu les chemins presque impraticables. Qui pouvait bien venir jusqu'à sa cabane isolée? La réponse ne tarda pas. Une lumière perça l'obscurité, dansant entre les arbres à mesure que la motoneige se frayait un chemin à travers la forêt. Bientôt, l'engin émergea dans la clairière devant la cabane, son phare éblouissant dans la nuit tombante. Joseph plissa les yeux, essayant de distinguer la silhouette du conducteur. « Joseph, c'est toi ?» cria une voix familière par-dessus le ronronnement du moteur. « Martin !»
répondit Joseph, reconnaissant enfin le garde forestier qui surveillait ce secteur depuis des années. Martin coupa le moteur et retira son casque, révélant un visage rond encadré d'une barbe poivre et sel. À 50 ans, il était plus jeune que Joseph, mais les années passées en extérieur avaient creusé des rides profondes autour de ses yeux rieurs. « Qu'est-ce qui t'amène par ici avec ce temps ?» demanda Joseph, s'approchant pour serrer la main gantée que Martin lui tendait. « Je fais le tour des habitations isolées après la tempête, » expliqua Martin. « Pour m'assurer que tout le monde va bien, tu es le dernier sur ma liste. » Joseph hocha la tête, touché par cette attention. Martin et lui n'étaient pas vraiment amis. Leur relation était cordiale mais distante, comme c'était souvent le cas entre les montagnards habitués à la solitude. Mais le garde forestier avait toujours fait preuve de respect envers le choix de vie de Joseph et d'Élise. « Entre donc te réchauffer un peu, » proposa Joseph. « J'ai un ragoût sur le feu. » Martin accepta avec gratitude, et bientôt les deux hommes étaient assis à la table rustique de la cuisine, des bols de ragoût fumant devant eux. Ils parlèrent de la tempête, des dégâts qu'elle avait causés dans la vallée, des routes bloquées, qui isolait temporairement plusieurs hameaux. Martin donna des nouvelles du village, des petits drames et des joies quotidiennes qui composaient la vie de la communauté. « Et toi, comment vas-tu » demanda finalement Martin, son regard s'attardant sur le portrait d'Élise posé sur la commode. « Ça fait... quoi? 1 mois maintenant ?»« 1 mois et 3 semaines, » précisa Joseph, surpris lui-même de pouvoir compter les jours avec une telle précision. « Ça va? Mieux, je crois. » Martin hocha la tête, n'insistant pas. Il avait connu la douleur de la perte lui aussi, ayant perdu sa femme dans un accident de voiture une dizaine d'années auparavant. C'était peut-être pour cela qu'il comprenait le besoin de Joseph de ne pas s'étendre sur le sujet. « J'ai vu des traces intéressantes en venant, » dit-il après un moment, changeant délibérément de sujet. « Un lynx, je crois, assez grande pour être celle d'un mâle adulte. » Joseph sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. Il hésita, ne sachant pas s'il devait partager son secret avec Martin. Le garde forestier était un homme bon, mais il représentait aussi l'autorité, les règlements. Que penserait-il de cette relation inhabituelle entre un homme et un animal sauvage? « Oui, il y en a un qui rôde dans le coin, » admit finalement Joseph, optant pour une demi-vérité. « Je l'ai aperçu plusieurs fois à la lisière de la forêt. »« Fais attention, » conseilla Martin, son visage soudain sérieux. « Les lynx ne sont généralement pas dangereux pour les humains, mais celui-ci pourrait être attiré par tes poules. » Joseph sourit intérieurement. Il n'avait pas de poules, c'était trop de responsabilité pour un homme seul, mais il ne corrigea pas Martin. « Je ferai attention, » promit-il. La conversation dériva vers d'autres sujets, mais Joseph ne pouvait s'empêcher de penser à Sylvain, se demandant où le lynx avait trouvé refuge et s'il reviendrait malgré cette intrusion humaine dans leur routine. Lorsque Martin repartit, 1 heure plus tard, la nuit était complètement tombée. Joseph l'accompagna jusqu'à sa motoneige, l'aidant à dégager la neige qui s'était accumulée autour des patins. « N'hésite pas à venir au village de temps en temps, » dit Martin en remettant son casque. « Les gens demandent de tes nouvelles, tu sais. » Joseph hocha la tête sans promettre. L'idée de retourner au village, d'affronter les regards compatissants et les conversations maladroites, ne l'attirait guère. Ici, dans sa montagne, avec ses souvenirs d'Élise et maintenant la présence discrète mais réconfortante de Sylvain, il trouvait un équilibre fragile qu'il ne voulait pas perturber. Le bruit de la motoneige s'éloigna progressivement, jusqu'à n'être plus qu'un écho lointain dans la vallée. Joseph resta un moment dehors, respirant l'air glacial qui emplissait ses poumons d'une pureté revigorante. Le ciel s'était dégagé, révélant une multitude d'étoiles qui scintillaient comme des diamants sur du velours noir. Presque par réflexe, il se dirigea vers la souche et y déposa un morceau de viande qu'il avait gardé de côté.
Il savait que Sylvain ne reviendrait probablement pas ce soir-là, effrayé par la présence intrusive de la motoneige et de l'étranger, mais ce geste était devenu pour lui une sorte de rituel, une façon de dire « Je suis là, je t'attends ». Cette nuit-là, comme Joseph l'avait prévu, Sylvain ne se montra pas. Le morceau de viande resta sur la souche, intouché, jusqu'à ce que la neige le recouvre d'un fin linceul blanc. Au matin, Joseph le retira, conscient qu'une nourriture avariée pourrait rendre le lynx malade. Mais il ne perdit pas espoir. Les animaux sauvages avaient une mémoire longue quand il s'agissait de danger, mais aussi quand il s'agissait de lieux sûrs et de sources de nourriture fiables. Les jours passèrent, lentement, rythmés par les tâches quotidiennes qui occupèrent les mains de Joseph à défaut d'apaiser véritablement son esprit. Chaque soir, il déposait fidèlement un morceau de viande sur la souche et chaque matin, il le retrouvait intact, figé par le gel nocturne. Une semaine s'écoula ainsi, puis une deuxième. Joseph commençait à craindre que Sylvain ait définitivement quitté la région, effrayé par la présence humaine supplémentaire ou attiré ailleurs par les nécessités de la survie hivernale. Cette absence raviva la douleur de la perte d'Élise, comme si la disparition du lynx venait rouvrir une plaie qui commençait à peine à cicatriser. Joseph se surprenait à parler tout seul dans la cabane silencieuse, tantôt s'adressant à Élise comme si elle pouvait l'entendre, tantôt à Sylvain comme s'il pouvait revenir grâce à la simple force de ses mots. « Tu sais, Élise, je crois que j'ai fait une erreur en laissant Martin venir. Sylvain a eu peur. Il ne reviendra peut-être pas. » Le portrait d'Élise, avec son sourire figé pour l'éternité, ne répondait pas, bien sûr. Mais Joseph imaginait ce qu'elle aurait dit. « Patience, mon Joseph. Les créatures sauvages ont leur propre temps, leur propre logique. S'il doit revenir, il reviendra. » Un matin, alors que le mois de février touchait à sa fin et que les jours s'allongeaient imperceptiblement, Joseph se réveilla avec une étrange sensation. Quelque chose avait changé, mais il n'aurait su dire quoi exactement. Il se leva, s'habilla chaudement comme à son habitude, et sortit sur le perron pour contempler le lever du soleil, un rituel qu'il partageait autrefois avec Élise et qu'il maintenait en sa mémoire. C'est alors qu'il le vit, là, sur la souche, à la place du morceau de viande qu'il avait déposé la veille, se trouvait un lièvre. Mort, bien sûr, son pelage blanc taché de sang, à l'endroit où des crocs puissants avaient rompu sa nuque. Un lièvre fraîchement chassé déposé là comme une offrande. Joseph s'approcha lentement, n'osant croire ce que ses yeux lui montraient. Il examina l'animal. C'était incontestablement la proie d'un prédateur, et les marques de morsure correspondaient à celles que pourrait infliger un lynx. Sylvain était revenu, et non content de cela, il avait laissé ce cadeau. Un rire incrédule s'échappa de la gorge de Joseph, résonnant étrangement dans l'air glacé du matin. C'était absurde, bien sûr. Les lynx ne faisaient pas de cadeaux. Sylvain avait probablement été dérangé pendant son repas et avait abandonné sa proie, ou peut-être l'avait-il simplement oublié là. Il y avait certainement une explication rationnelle, logique, qui n'impliquait pas qu'un animal sauvage ait délibérément laissé une offrande à un vieil homme solitaire. Et pourtant, Joseph prit le lièvre et le rapporta à la cabane. Il le prépara avec soin, comme Élise le lui avait appris, ne gaspillant rien. La peau fut mise de côté pour être tannée plus tard, la viande coupée en morceaux qui seraient soit rôtis, soit conservés, les abats soigneusement séparés. Tout en travaillant, il parlait à voix haute, racontant à Élise invisible cette étrange tournure des événements. « Tu aurais aimé voir ça, Élise, un lynx qui rapporte de la nourriture à un humain au lieu de l'inverse. Le monde à l'envers, pas vrai ?» Il imaginait son rire, ce son cristallin qui avait été la bande sonore de sa vie pendant près d'un demi-siècle. Elle aurait trouvé cette situation à la fois drôle et fascinante, elle qui avait passé tant d'heures à observer le comportement des animaux,
notant leurs habitudes dans son carnet, à la couverture élimée. Ce soir-là, Joseph prépara un ragoût de lièvre qui emplit la cabane d'une odeur réconfortante. En hommage à Sylvain, il mit de côté les meilleurs morceaux et les déposa sur la souche au crépuscule. Puis, au lieu de rentrer immédiatement comme il le faisait habituellement, il s'assit sur le perron, emmitouflé dans sa veste doublée de fourrure, et attendit. L'attente fut plus courte qu'il ne l'avait anticipé. À peine le soleil avait-il disparu derrière les montagnes, plongeant la forêt dans une pénombre bleutée, qu'une silhouette familière émergea entre les arbres. Sylvain s'avança prudemment, s'arrêtant fréquemment pour humer l'air et scruter les alentours de ses yeux perçants. Quand il fut certain qu'aucun danger ne le guettait, il s'approcha de la souche d'un pas souple. « Te voilà enfin !» murmura Joseph, immobile sur son perron. Le lynx s'arrêta, tournant brusquement la tête vers la source de la voix. Ses yeux dorés rencontrèrent ceux de Joseph, et pendant un long moment, ils se regardèrent simplement, hommes et bêtes, dans le silence feutré de la montagne hivernale. Puis, sans quitter Joseph du regard, Sylvain s'approcha de la souche, saisit délicatement un morceau de viande entre ses dents et commença à manger. C'était un spectacle étrange et magnifique. Le prédateur félin, entouré de neige scintillante sous les dernières lueurs du jour, mangeant paisiblement à quelques mètres à peine d'un être humain. « Merci pour le lièvre », dit doucement Joseph. « C'était très attentionné de ta part. » Sylvain leva les yeux de son repas comme s'il comprenait les mots ou du moins l'intention derrière eux. Puis il reprit son repas, méthodique et précis, ne gaspillant rien de ce qui pouvait être consommé. Lorsqu'il eut terminé, le lynx s'assit sur son arrière-train, se léchant les babines avec application. Joseph s'attendait à le voir partir comme à son habitude, mais Sylvain resta là, l'observant avec ce qui semblait être de la curiosité. Enhardi par cette attitude, Joseph se leva lentement et descendit les marches du perron, s'arrêtant à mi-chemin entre la cabane et la souche. Sylvain se tendit légèrement mais ne s'enfuit pas. Joseph s'accroupit, ignorant la protestation de ses genoux vieillissants, et tendit une main gantée devant lui, paume vers le haut. « Je ne te ferai pas de mal, » dit-il doucement. « Jamais. » Le lynx inclina la tête, comme s'il évaluait la véracité de cette affirmation. Puis, dans un mouvement d'une grâce fluide qui contrastait avec la prudence dont il avait fait preuve jusqu'alors, il s'avança vers Joseph. Pas à pas, sans hâte mais sans hésitation non plus, jusqu'à ce qu'il soit assez près pour que Joseph puisse distinguer chaque marque sur son pelage tacheté, chaque nuance de jaune et d'ambre dans ses yeux. Sylvain s'arrêta à portée de main, renifla l'air autour de Joseph, puis, dans un geste qui figea le cœur du vieil homme, frotta brièvement sa tête contre la main tendue avant de reculer d'un bond souple. Ce contact, aussi bref fut-il, était comme une décharge électrique pour Joseph, un lien tangible, physique, avec cette créature sauvage qui avait choisi, pour des raisons que l'homme ne comprendrait peut-être jamais complètement, de lui faire confiance. « Élise », murmura-t-il, des larmes spontanées brouillant sa vision. « Si tu pouvais voir ça... » Sylvain s'était éloigné de quelques pas, mais il ne partait pas. Il semblait attendre quelque chose. Joseph, suivant une impulsion soudaine, fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un petit morceau de fromage séché qu'il avait l'habitude de grignoter lors de ses randonnées en montagne. Il le tendit vers le lynx. « Tiens, et c'est ça. C'est différent de la viande, mais tu pourrais aimer. » Sylvain hésita, reniflant l'air avec suspicion. Cette odeur était inconnue, étrange. Mais la confiance qu'il avait développée envers Joseph l'emporta sur sa méfiance naturelle. Il s'approcha à nouveau, prit délicatement le fromage des doigts de l'homme et le mâcha avec une expression que Joseph aurait presque pu qualifier de perplexe, si un tel terme pouvait s'appliquer à un félin. Le fromage disparut, et Sylvain lécha ses babines, semblant apprécier cette nouvelle saveur,
Puis, comme si cette expérience partagée avait épuisé son quota de socialisation pour la journée, il se détourna et retourna vers la forêt, s'arrêtant une dernière fois à la lisière pour regarder Joseph avant de disparaître dans l'obscurité. Cette nuit-là, Joseph dormit d'un sommeil paisible qu'il n'avait pas connu depuis la mort d'Élise. Ses rêves étaient peuplés d'images d'elle, souriante et pleine de vie. Marchant à ses côtés dans les montagnes estivales, un lynx tacheté les suivant à distance comme un gardien silencieux de leur bonheur. Au matin, une découverte inattendue l'attendait sur le perron. Un autre lièvre, plus petit que le premier mais tout aussi fraîchement chassé. Cette fois, Joseph n'eut aucun doute sur l'intention derrière ce geste. D'une manière que la science ne pouvait probablement pas expliquer, Sylvain avait compris le plaisir que son cadeau avait procuré à Joseph et il avait choisi de réitérer ce geste. « C'est gentil, » dit Joseph en ramassant le lièvre, « mais tu sais, tu n'es pas obligé de me nourrir. Je me débrouille assez bien tout seul. » Mais il savait que cette relation n'était pas à sens unique. Il ne s'agissait pas simplement d'un homme nourrissant un animal sauvage par compassion ou curiosité. Il s'agissait d'un échange, d'une forme de communication primitive mais profonde entre deux êtres qui, chacun à sa manière, avaient trouvé un réconfort dans la présence de l'autre. Les jours se transformèrent en semaines et une nouvelle routine s'établit entre Joseph et Sylvain. Le lynx venait désormais presque tous les soirs, parfois même en plein jour, lorsque le temps était clément. Il apportait occasionnellement des proies, principalement des lièvres, mais une fois un tétras des neiges dont les plumes irisées brillaient comme des joyaux dans la lumière hivernale. Joseph, de son côté, variait les offrandes qu'il présentait à son ami sauvage. Viande, poisson, parfois même des œufs durs que Sylvain semblait particulièrement apprécier, les faisant rouler entre ses pattes avant de briser délicatement la coquille avec ses crocs. Le mois de mars arriva, apportant des journées plus longues et les premiers signes timides du printemps à venir. La neige commençait à fondre sur les versants exposés au soleil, révélant des plaques de terre brune et d'herbes jaunâtres. Dans les zones abritées, les premières perce-neige pointaient leurs têtes blanches, défiant les dernières gelées nocturnes. La montagne s'éveillait lentement de son long sommeil hivernal, et avec elle, quelque chose en Joseph semblait également renaître. Un matin, alors qu'il rangeait de vieux outils dans l'appentis, il tomba sur le carnet d'observation d'Élise. La couverture en cuir usé portait les traces de nombreuses manipulations, et les pages, jaunies par le temps, étaient couvertes de l'écriture fine et précise de sa femme. Joseph s'assit sur un tabouret branlant et ouvrit délicatement le carnet, comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Les premières entrées dataient de leur arrivée dans la montagne, près de 30 ans auparavant. Élise avait méthodiquement noté chaque espèce d'oiseau, chaque fleur, chaque insecte qu'elle observait autour de leur nouvelle demeure. Ces descriptions étaient accompagnées de petits croquis délicats. Élise n'avait jamais prétendu être une artiste, mais ses dessins capturaient l'essence des créatures qu'elle observait avec une simplicité touchante. Joseph tournait les pages lentement, savourant cette redécouverte d'une partie d'Élise qu'il avait presque oubliée dans l'intensité de son chagrin. Ses observations s'étendaient sur des années, documentant les cycles des saisons, l'arrivée et le départ des oiseaux migrateurs, les naissances des faons au printemps, les premières neiges de l'automne. Puis, vers le milieu du carnet, Joseph trouva quelque chose qui lui coupa le souffle. Une page entière était consacrée à l'observation d'un lynx, peut-être l'un des rares que Joseph et elle avaient aperçus ensemble au cours de leur décennie dans la montagne. Le dessin était plus détaillé que les autres, comme si Élise avait pris un soin particulier à capturer l'essence de ce félin majestueux. En dessous, elle avait écrit « Aperçu aujourd'hui le gardien de la forêt, comme l'appellent les anciens du village. Un lynx magnifique, probablement un mâle d'après sa taille. Il nous a observés un moment depuis la crête, puis a disparu comme un fantôme.
Joseph ne l'a pas vu, il était occupé à réparer le toit. Selon la légende locale, croiser le regard d'un lynx porte chance et protection. J'aimerais le croire. Ces montagnes regorgent de mystères que nous ne comprendrons jamais complètement, et c'est ce qui les rend si précieuses. Joseph caressa doucement la page, un sourire mélancolique aux lèvres. Élise et ses superstitions. Elle qui avait été institutrice, formée à la rigueur scientifique, gardait néanmoins une tendresse particulière pour les légendes et les croyances populaires. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas les prouver qu'elles sont fausses, disait-elle souvent avec un clin d'œil malicieux. Le gardien de la forêt. Joseph se demanda si Sylvain était un descendant de ce lynx qu'Élise avait observé il y a toutes ces années. Était-ce possible que ce lien entre homme et animal sauvage soit quelque chose de transmis à travers les générations, une forme de connaissance instinctive que ni l'un ni l'autre ne comprenaient vraiment? Il secoua la tête, souriant de ses propres divagations. Élise aurait adoré cette théorie. Elle l'aurait notée dans son carnet avec un point d'interrogation enjoué. Joseph referma doucement le carnet et le glissa dans la poche intérieure de sa veste. Ce soir, il le montrerait à Sylvain, une idée absurde, bien sûr, mais qui lui semblait juste d'une certaine façon. Le reste de la journée passa dans un état d'esprit presque méditatif, Joseph accomplissant ses tâches habituelles avec une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il répara une fuite dans la toiture, nettoya les gouttières encombrées de débris végétaux et commença même à préparer son petit potager pour les plantations printanières. Au crépuscule, comme à son habitude désormais, il s'assit sur le perron, attendant la visite de Sylvain. Le carnet d'Élise reposait sur ses genoux, et un morceau de viande fraîche était posé à côté de lui sur les marches. L'air du soir était frais mais pas glacial, portant les premières fragrances subtiles du printemps. L'odeur de la terre qui se réveille, de la sève qui monte dans les arbres, de la vie qui reprend son cycle éternel. Joseph attendit, patient. Les minutes s'étirèrent, devenant 1 heure, puis 2. Sylvain ne venait pas. Ce n'était pas la première fois que le lynx manquait leur rendez-vous tacite. Il restait un animal sauvage, après tout, avec ses propres impératifs de survie et de territoire, mais Joseph ne pouvait s'empêcher de ressentir une légère inquiétude. Ces derniers temps, Sylvain avait été si régulier dans ses visites que son absence semblait presque anormale. La nuit tomba complètement, les étoiles apparaissant une à une dans le ciel dégagé. Joseph finit par rentrer, déposant à contre-cœur le morceau de viande sur la souche habituelle. Peut-être Sylvain viendrait-il plus tard dans la nuit, quand tout serait silencieux. Le lendemain matin, Joseph fut réveillé par un bruit inhabituel, un grattement discret contre la porte de la cabane. Il se leva précipitamment, enfilant à la hâte un pantalon et un pull, et se dirigea vers l'entrée. Le bruit se répéta, plus insistant cette fois. Avec prudence, Joseph entr'ouvrit la porte. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Sylvain était là, recroquevillé sur le perron, son pelage habituellement lustré souillé de sang sur le flanc droit. Le lynx leva vers lui un regard empreint de douleur et de quelque chose que Joseph n'aurait jamais cru voir dans les yeux d'un animal sauvage. Une demande d'aide. « Mon Dieu, Sylvain, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» murmura Joseph, ouvrant complètement la porte. Le lynx tenta de se lever, mais retomba avec un gémissement sourd. Joseph s'accroupit à côté de lui, cherchant l'origine du sang. Il la trouva rapidement, une blessure profonde sur le flanc, probablement causée par les défenses d'un sanglier ou peut-être par les bois d'un cerf acculé. La plaie saignait encore, mais pas abondamment, ce qui suggérait qu'elle n'avait pas touché d'artère majeure. Joseph hésita. Que devait-il faire? Sylvain était venu à lui, bravant son instinct de se cacher pour lécher ses blessures en solitaire, comme le feraient de la plupart des prédateurs. Cette confiance le touchait profondément, mais elle l'effrayait aussi. Il n'était pas vétérinaire, et une mauvaise manipulation pourrait aggraver l'état du lynx.
« Attends, dit-il doucement. Je vais chercher de quoi te soigner. » Il rentra rapidement dans la cabane et rassembla ce qui pourrait servir de kit de premier secours improvisé. De l'eau bouillie refroidie, des linges propres, de l'alcool à 90 degrés qu'il utilisait parfois pour désinfecter ses propres coupures, des bandes de tissu qui pourraient servir de bandage. Il se souvint également qu'Élise gardait une boîte d'herbes médicinales séchées. Elle connaissait leurs propriétés et les utilisait pour confectionner des cataplasmes et des tisanes. Joseph fouilla dans la cuisine et trouva la boîte, espérant se rappeler correctement lesquelles étaient antiseptiques. Quand il revint sur le perron, Sylvain n'avait pas bougé. Ses yeux suivaient chaque mouvement de Joseph avec une intensité qui trahissait à la fois sa douleur et sa méfiance résiduelle. « Je vais essayer de te soigner », expliqua Joseph, sachant pertinemment que le lynx ne comprenait pas ses mots, mais espérant que le ton calme de sa voix aurait un effet apaisant. « Ça risque de faire mal, mais c'est nécessaire. » Avec une lenteur délibérée, il s'approcha de Sylvain, lui présentant d'abord sa main pour qu'il puisse la renifler et se rassurer. Le lynx tendit le cou, huma ses doigts, puis se détendit légèrement, comme s'il donnait son accord tacite. Joseph commença par nettoyer la plaie avec de l'eau tiède, enlevant délicatement la terre et les débris qui s'y étaient logés. Sylvain tressaillit, mais ne chercha ni à mordre ni à griffer, semblant comprendre que cette douleur était nécessaire. La blessure, une fois nettoyée, apparut moins grave que Joseph ne l'avait craint initialement, profonde mais nette, sans les déchirures irrégulières qui auraient indiqué une infection en cours. Avec d'infinies précautions, Joseph appliqua un peu d'alcool sur un linge propre et tamponna la plaie. Cette fois, Sylvain réagit plus vivement, un grondement sourd s'échappant de sa gorge. « Je sais, murmura Joseph, c'est presque fini. » Il prépara ensuite un cataplasme avec les herbes d'Élise, principalement de l'achillée millefeuille et de la sauge, si sa mémoire était bonne, et l'appliqua doucement sur la blessure avant de l'envelopper d'un bandage improvisé. La difficulté était de fixer ce bandage de manière à ce qu'il reste en place sans trop entraver les mouvements du lynx ni être trop facilement retiré par l'animal lui-même. Lorsque Joseph eut terminé, Sylvain était épuisé, sa respiration rapide et superficielle. Mais ses yeux restaient alertes, fixés sur l'homme avec une expression que Joseph aurait presque pu qualifier de gratitude, si une telle émotion pouvait être attribuée à un animal sauvage. « Maintenant, il faut que tu te reposes, » dit doucement Joseph. « Et moi, je dois te trouver un endroit confortable où tu pourras guérir tranquillement. » Le problème était complexe. Il ne pouvait pas garder un lynx sauvage à l'intérieur de sa cabane. C'était dangereux pour tous les deux. Et Sylvain, même blessé, resterait un animal imprévisible s'il se sentait piégé. Mais le laisser repartir dans la forêt avec une telle blessure serait le condamner à une mort presque certaine, que ce soit par infection, par incapacité à chasser, ou en devenant lui-même la proie d'un prédateur plus fort. Joseph réfléchit rapidement, évaluant les options. L'appentis, trop exigu et mal isolé. Le hangar à bois, trop ouvert aux éléments. Puis il se souvint de la remise au fond du jardin, où il entreposait ses outils de jardinage et quelques provisions pour l'hiver. Elle était petite mais solide, avec une porte qui fermait correctement et une petite fenêtre qui laissait entrer la lumière. « Je crois que j'ai ce qu'il te faut », murmura-t-il à Sylvain. « Mais il va falloir que tu me fasses confiance encore un peu. » Avec une infinie précaution, Joseph glissa ses bras sous le corps du lynx. Il s'attendait à une résistance, peut-être même à une réaction agressive provoquée par la douleur et la peur, mais Sylvain se laissa soulever sans protester, son corps étonnamment lourd malgré sa taille modeste. Le lynx laissa échapper un faible gémissement lorsque la blessure fut comprimée, mais resta autrement docile dans les bras de Joseph. La remise n'était qu'à une trentaine de mètres de la cabane, mais le trajet sembla interminable à Joseph, qui craignait à chaque pas d'aggraver l'état de Sylvain. Une fois arrivé,
Il dut poser délicatement le lynx sur un tas de jute propre pour libérer une main et ouvrir la porte. L'intérieur était poussiéreux mais sec, et Joseph y avait entreposé de vieilles couvertures qu'il n'utilisait plus. Il en arrangea rapidement quelques-unes dans un coin, formant une sorte de nid, puis y déposa doucement Sylvain. Le lynx s'installa immédiatement, tournant plusieurs fois sur lui-même, malgré sa blessure, comme l'aurait fait un chat domestique, avant de se coucher en boule, sa queue touffue enroulée autour de son corps. « Voilà, c'est mieux que le perron, » dit Joseph. « Je vais te laisser tranquille maintenant, mais je reviendrai vérifier comment tu vas et t'apporter à manger. » Il disposa un bol d'eau fraîche à portée de Sylvain, ainsi qu'un morceau de viande, puis quitta la remise, laissant la porte entr'ouverte pour que le lynx ne se sente pas emprisonné. Il savait que Sylvain resterait là tant qu'il se sentirait en sécurité et qu'il avait besoin de récupérer, mais qu'il partirait dès qu'il s'en sentirait capable, et c'était ainsi que les choses devaient être. Les jours suivants établirent une nouvelle routine. Joseph visitait la remise 3 fois par jour, apportant de la nourriture fraîche, changeant l'eau et vérifiant l'état de la blessure. Sylvain semblait comprendre ces soins et les accepter avec une patience surprenante pour un animal sauvage. La plaie guérissait bien, sans signe d'infection, et au bout de quelques jours, le lynx commença à se déplacer davantage, explorant son abri temporaire avec une curiosité prudente. Une semaine passa ainsi, puis une deuxième. Le printemps s'installait véritablement désormais, la neige ne persistant plus que dans les zones ombragées et les creux les plus profonds. La forêt s'animait, chants d'oiseaux, bourgeons qui éclataient sur les branches des arbres, premières fleurs qui coloraient les sous-bois. La vie reprenait ses droits après le long sommeil de l'hiver. Sylvain aussi retrouvait ses forces. Joseph le surprenait parfois, en train de faire des étirements précautionneux, testant sa blessure, ou déguiser ses griffes contre un morceau de bois, comme pour se préparer à reprendre sa vie sauvage. Ces signes de rétablissement emplissaient Joseph d'une joie mêlée de mélancolie. Il savait que bientôt Sylvain repartirait dans la forêt, et bien qu'il espérât que le lynx continuerait à lui rendre visite, rien ne le garantissait. Un matin, alors que Joseph s'approchait de la remise avec le petit déjeuner de Sylvain, un lapin qu'il avait pris dans l'un de ses collets la veille, il trouva la porte grande ouverte et l'abri vide. Le nid de couvertures était défait, le bol d'eau renversé. Son cœur se serra. Sylvain était parti sans un adieu. Il déposa néanmoins le lapin à l'entrée de la remise, par habitude ou par espoir, puis retourna à sa cabane, une tristesse inattendue lui pesant sur les épaules. C'était ridicule, bien sûr. Sylvain était un animal sauvage, pas un animal de compagnie. Sa place était dans la forêt, à chasser et à vivre selon les lois de la nature. Joseph devrait se réjouir de son rétablissement, de l'avoir aidé à survivre à une blessure qui aurait pu lui être fatale. Et pourtant, il ne pouvait s'empêcher de ressentir cette absence comme une nouvelle perte, un écho atténué mais douloureux de celle d'Élise. En quelques mois à peine, le lynx s'était frayé un chemin dans son cœur endeuillé, y apportant une chaleur et une présence qui avaient rendu sa solitude plus supportable. « Eh bien, c'est comme ça, » dit-il à haute voix dans la cabane silencieuse. « Tout finit par nous quitter, n'est-ce pas, Élise ?» Il se prépara un café et s'assit à la table de la cuisine, le regard perdu par la fenêtre qui donnait sur la forêt. Le printemps y était partout visible maintenant, dans la teinte verdâtre qui adoucissait les contours des arbres encore nus, dans le sol tapissé de petites fleurs blanches et violettes, dans la lumière plus chaude qui filtrait à travers les branches. Élise aurait adoré ce spectacle. Elle passait toujours des heures dehors à cette période de l'année, son carnet à la main, à noter l'arrivée de chaque espèce, le déploiement de chaque bourgeon. Le carnet. Joseph se leva brusquement, se rappelant qu'il l'avait gardé dans la poche de sa veste, avec l'intention de le montrer à Sylvain. Il le retrouva et le posa sur la table, caressant distraitement la couverture usée. Puis,
Mu par une impulsion soudaine, il l'ouvrit aux dernières pages utilisées par Élise. Ce qu'il y découvrit lui coupa le souffle. Là, tracées de la main fine d'Élise, se trouvaient les dernières notes qu'elle avait prises avant de tomber malade. Et elles concernaient un lynx. Pas n'importe quel lynx, mais un jeune, un petit au pelage doré et aux oreilles disproportionnées, comme elle l'avait décrit. Un lynx qu'elle avait observé plusieurs fois près de leur potager à l'automne précédent. « Je crois que c'est un orphelin », avait-elle écrit. « Il semble trop jeune pour être seul et son comportement trahit une certaine inexpérience. J'ai laissé de la nourriture pour lui hier soir, et ce matin, elle avait disparu. Je n'en ai pas parlé à Joseph. Il s'inquiéterait de me voir interférer avec la nature, comme il dit. Mais quelque chose dans les yeux de ce petit être m'a touché. Il y a une intelligence là, une conscience qui transcende la simple survie animale. » Joseph tourna la page, les mains tremblantes. Les entrées continuaient, détaillant les observations d'Élise sur ce jeune lynx qu'elle avait fini par nommer Sylvestre, en raison de son habitat forestier, expliquait-elle avec cette touche d'humour qui la caractérisait. Sylvestre est revenu aujourd'hui, plus confiant. Il m'a regardé directement depuis la lisière du bois pendant que je ramassais les dernières tomates. Je lui ai parlé doucement, et il n'a pas fui. J'ai l'impression qu'il m'écoute vraiment, qu'il comprend non pas les mots, mais l'intention derrière eux. Est-ce de l'anthropomorphisme? Probablement. Mais après toutes ces années passées à observer la faune de ces montagnes, j'ai appris que les frontières entre l'instinct animal et ce que nous appelons intelligence sont bien plus floues que ce que prétendent les livres. La dernière entrée datait de seulement quelques jours avant que la maladie ne frappe Élise, l'emportant en quelques jours à peine. L'hiver arrive et je m'inquiète pour Sylvestre. Il semble avoir grandi et pris des forces, mais c'est son premier hiver en solitaire, et il sera rude. J'ai préparé un abri pour lui dans la vieille remise. Joseph n'y va jamais en cette saison. J'y ai mis quelques couvertures, et j'y déposerai régulièrement de la nourriture. Avec un peu de chance, il trouvera ce refuge si les choses deviennent trop difficiles. Mais peut-être est-ce présomptueux de ma part. Peut-être la vraie gentillesse serait-elle de laisser la nature suivre son cours, même si cela signifie que certains ne survivront pas. Joseph aurait certainement cet avis. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de vouloir protéger cette petite vie, ce fragment de beauté sauvage qui a choisi de me faire confiance. Joseph referma le carnet, les larmes aux yeux. Sylvain, Sylvestre. C'était le même lynx, celui qu'Élise avait nourri en secret, celui pour qui elle avait préparé un abri qu'il n'avait jamais utilisé, jusqu'à maintenant blessé et désespéré. C'était comme si Élise, même après sa mort, continuait à veiller sur lui, lui envoyant ce compagnon inattendu pour l'aider à traverser son deuil. Une idée irrationnelle, bien sûr, mais qui réchauffait néanmoins le cœur de Joseph. Il fut tiré de ses réflexions par un bruit à la porte, un grattement léger, mais insistant. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Il se précipita pour ouvrir, et là, sur le perron, se tenait Sylvain. Son pelage était propre, sa posture alerte malgré la légère raideur encore visible dans son flanc droit. Dans sa gueule, il tenait un lièvre fraîchement chassé. « Tu es revenu », murmura Joseph, la gorge serrée par l'émotion. Le lynx déposa délicatement le lièvre aux pieds de Joseph, puis recula de quelques pas, le regardant avec ses yeux dorés qui semblaient contenir toute la sagesse des montagnes. Puis, avec un mouvement de tête qui ressemblait presque à un salut, il fit demi-tour et s'éloigna d'un pas souple vers la forêt. Mais cette fois, Joseph savait que ce n'était pas un adieu. C'était simplement Sylvain qui reprenait sa vie sauvage, sa liberté, tout en maintenant ce lien unique qui s'était tissé entre eux, un lien initié par Élise et qui continuait au-delà de sa disparition, comme un fil invisible reliant passé et présent, vie et mort, humanité et nature sauvage. Avril déploya ses couleurs sur la montagne comme un peintre qui, après des mois de travail en noir et blanc, redécouvrirait soudain sa palette.
Les prairies s'habillèrent d'un vert tendre, piqueté de fleurs jaunes et bleues. Les arbres se parèrent de feuilles nouvelles, d'un vert si vif qu'il semblait presque lumineux. Les oiseaux, revenus de leur migration ou sortis de leur léthargie hivernale, emplissaient l'air de leurs chants, créant une symphonie naturelle qui accompagnait Joseph dans ses tâches quotidiennes. Le rythme de sa vie avait changé. L'hiver, avec sa lenteur contemplative et ses longues heures d'obscurité, avait cédé la place à un printemps actif, exigeant. Il y avait le potager à préparer, les semis à mettre en terre, le toit de la cabane à inspecter après les assauts de l'hiver, le bois à couper pour la saison suivante. Joseph s'était remis au travail avec une énergie qu'il ne se connaissait plus, comme si le retour de la vie dans la nature avait réveillé quelque chose en lui aussi. Sylvain continuait à venir presque tous les jours, généralement au crépuscule. Parfois, il restait à distance, observant Joseph depuis la lisière de la forêt. D'autres fois, plus audacieux, il s'approchait jusqu'à quelques mètres de l'endroit où l'homme travaillait, s'asseyant simplement pour le regarder. Il arrivait même que Joseph, absorbé par sa tâche, ne remarque sa présence qu'après plusieurs minutes, sursautant légèrement en découvrant ses yeux dorés fixés sur lui. « Tu aimes me faire peur, hein ?» disait-il alors, sans vraiment attendre de réponse. Mais il y avait quelque chose de réconfortant dans cette présence silencieuse, cette compagnie qui n'exigeait rien, qui se contentait d'être là. Parfois, Joseph se surprenait à parler à haute voix pendant qu'il travaillait, commentant ses actions ou partageant ses pensées, sachant que Sylvain l'écoutait, même s'il ne comprenait pas les mots. « Tu vois, Sylvain, ces petites pousses deviendront des carottes d'ici quelques mois. » Élise adorait les carottes fraîchement tirées de la terre. Elle disait qu'elles avaient un goût de soleil. Le lynx inclinait parfois la tête à la mention d'Élise, comme s'il reconnaissait ce nom, ce qui renforçait chez Joseph cette idée un peu folle mais réconfortante que Sylvain était une sorte de messager entre lui et sa femme disparue. Occasionnellement, Sylvain apportait encore des cadeaux, un lièvre, un écureuil, une fois même un jeune chevreuil que Joseph trouva au petit matin sur le perron. Ces offrandes semblaient suivre une logique que l'homme ne comprenait pas tout à fait. Elles ne coïncidaient pas avec des jours où il avait été particulièrement généreux en nourriture, ni avec des moments où le lynx avait semblé plus affectueux que d'habitude. Un jour, alors que Joseph revenait d'une expédition à la rivière, plusieurs truites fraîchement pêchées pendant à sa ceinture, il aperçut Sylvain qui l'attendait près de la cabane. Ce n'était pas inhabituel en soi, mais il y avait quelque chose de différent dans l'attitude du lynx, une tension, une vigilance accrue. Joseph comprit pourquoi en s'approchant davantage. Garée devant sa cabane se trouvait une Jeep verte qu'il reconnut immédiatement comme appartenant à Martin, le garde forestier. Joseph ralentit le pas, soudain anxieux. La présence de Sylvain si près d'un humain inconnu était inhabituelle et potentiellement dangereuse, pour le lynx, pas pour l'humain. « Sylvain » appela-t-il doucement. « Va-t'en maintenant. Ce n'est pas sûr. » Mais le lynx ne bougea pas, ses yeux alternant entre Joseph et la cabane d'où sortit justement Martin, une tasse de café à la main. « Ah, te voilà, Joseph. J'ai pris la liberté de... bon sang. » Martin s'immobilisa, la tasse en suspens, ses yeux fixés sur Sylvain qui le fixait en retour, immobile mais clairement prêt à bondir au moindre mouvement brusque. « Ne bouge pas, » conseilla Joseph, continuant à avancer lentement. « Il ne t'attaquera pas si tu ne représentes pas une menace. »« Joseph, » murmura Martin, les yeux toujours rivés sur le lynx, « tu réalises qu'il y a un prédateur sauvage à moins de 10 mètres de nous ?»« Je sais, » répondit tranquillement Joseph en arrivant à la hauteur de Martin. « C'est Sylvain. Je te présente Sylvain. Sylvain, voici Martin. » Le garde forestier lui jeta un regard incrédule, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Joseph s'avança vers le lynx, parlant doucement. « Tout va bien, Sylvain. Martin est un ami.
À la stupéfaction du garde forestier, le lynx sembla se détendre légèrement, même s'il gardait Martin dans son champ de vision. « Joseph, » dit lentement Martin, « est-ce que tu es en train de me dire que tu connais ce lynx ?» Joseph sourit, appréciant la confusion évidente de son visiteur. « Disons que nous nous sommes apprivoisés mutuellement cet hiver. » Il raconta alors à Martin comment Sylvain était apparu après l'enterrement d'Élise, comment ils avaient progressivement établi une relation de confiance, et même comment Joseph avait soigné la blessure du lynx. Il omit délibérément de mentionner le lien avec Élise, révélé par le carnet. Certaines choses étaient trop personnelles, trop précieuses pour être partagées. Martin l'écouta avec un mélange d'incrédulité et de fascination croissante. En tant que garde forestier, il avait passé sa vie professionnelle à essayer de comprendre et de protéger la faune sauvage, mais toujours à distance, toujours avec le respect de la séparation nécessaire entre le monde humain et le monde sauvage. « C'est extraordinaire, » dit-il finalement. « Je n'ai jamais entendu parler d'une telle relation entre un humain et un lynx sauvage. C'est contre tous les principes de comportement animal que je connais. » Joseph haussa les épaules. « La nature est pleine de mystères que nous ne comprendrons jamais complètement. » Élise disait toujours ça. À la mention d'Élise, Sylvain, qui s'était légèrement éloigné, mais restait visible à la lisière du bois, tourna brusquement la tête vers Joseph comme s'il avait reconnu le nom. Ce geste ne passa pas inaperçu aux yeux de Martin. « Il semble presque comprendre, » murmura-t-il, stupéfait. « Parfois, je le crois aussi, » admit Joseph. « D'autres fois, je me dis que c'est juste un vieil homme solitaire qui voit ce qu'il veut voir. » Ils restèrent un moment silencieux, observant le lynx qui les observait en retour, dans un étrange triangle de conscience mutuelle. « Écoute, Joseph, » dit finalement Martin, « je suis venu te voir parce que les gens au village s'inquiètent pour toi. Ça fait plus de 3 mois que tu n'y as pas mis les pieds. » Joseph soupira. Il savait que ce moment viendrait. Le moment où le monde extérieur exigerait à nouveau sa présence, ou sa retraite dans le chagrin, et puis, dans cette étrange communion avec Sylvain, ne suffirait plus. « Je vais bien, Martin. Mieux que bien, même. »« Je le vois, » acquiesça le garde forestier. « Mais ce serait bien que d'autres le voient aussi. Il y a une réunion communale samedi, pour discuter de la rénovation du pont sur la Valserine. Ta présence serait appréciée. » Joseph hésita. L'idée de retourner au village, d'affronter les regards compatissants, les questions maladroites, les conversations forcées, ne l'enchantait guère. Et pourtant, une partie de lui savait qu'il ne pouvait pas rester indéfiniment coupé du monde, que la vie, sa vie, devait continuer, différemment mais résolument. « Je verrai, » dit-il finalement, ni un oui ni un non, mais une ouverture. Martin sembla satisfait de cette réponse. Il jeta un dernier regard émerveillé à Sylvain, qui n'avait pas bougé de sa position, puis remonta dans sa Jeep. Avant de démarrer, il baissa sa vitre. « Tu sais, Joseph, ce que tu as là, c'est quelque chose de spécial, quelque chose que beaucoup donneraient cher pour vivre. » Joseph hocha la tête, reconnaissant cette vérité. Alors que la Jeep s'éloignait, soulevant un nuage de poussière sur le chemin forestier, Sylvain s'approcha enfin, s'arrêtant à quelques mètres de Joseph. Ses yeux dorés semblaient en poser une question. « Oui, mon ami, » dit doucement Joseph. « Je crois qu'il est temps pour moi de retourner un peu parmi les humains. Mais ne t'inquiète pas, je reviendrai toujours ici. C'est ma maison, notre maison, d'une certaine façon. » Le lynx s'assit, enroulant sa queue autour de ses pattes, son regard toujours fixé sur Joseph, avec cette intensité particulière qui donnait parfois l'impression qu'il voyait au-delà des apparences, jusqu'à l'âme même. « Tu sais, » continua Joseph, « Élise aurait adoré te voir ainsi. Elle aurait rempli des pages et des pages de son carnet à ton sujet.
À la mention d'Élise, comme toujours, Sylvain inclina légèrement la tête. Joseph sourit, touché par ce geste qui, qu'il soit ou non une coïncidence, créait un pont entre son passé et son présent, entre la femme qu'il avait aimée et perdue et cette créature sauvage qui avait choisi, pour des raisons que personne ne comprendrait jamais complètement, de partager un peu de sa vie avec lui. Le samedi arriva, lumineux et doux, un de ces jours de printemps où la montagne semble rayonner de vie. Joseph s'était levé à l'aube, plus nerveux qu'il ne voulait se l'admettre à l'idée de retourner au village. Il avait soigneusement rasé sa barbe hivernale, ne gardant que sa moustache poivre et sel, et avait déterré du fond de son armoire une chemise propre et un pantalon qui n'était pas maculé de terre ou de résine. Debout devant le petit miroir écaillé de la salle de bain, il s'examina avec un regard critique. « Qu'en penses-tu, Élise » demanda-t-il à haute voix. « Est-ce que je ressemble à un ours qui sort de sa tanière ou à un être humain présentable ?» Il sourit à cette pensée, imaginant la réponse taquine d'Élise. Elle l'aurait probablement aidé à arranger son col, aurait lissé une mèche rebelle, puis lui aurait dit qu'il était le plus bel homme de la montagne, avec cette lueur dans les yeux, qui disait qu'elle le pensait vraiment malgré les rides qui creusaient son visage et les années qui courbaient légèrement ses épaules. Avant de partir, Joseph déposa un morceau de viande sur la souche, leur point de rendez-vous habituel, bien qu'il sût que Sylvain ne venait généralement pas avant le crépuscule. C'était devenu un rituel, une façon de dire au lynx « Je pense à toi, je reviendrai ». Le trajet jusqu'au village prit plus d'1 heure à pied. Joseph aurait pu prendre le vieux tracteur qu'il utilisait parfois pour transporter du bois ou des provisions, mais il préférait marcher, surtout par une si belle journée. Le sentier descendait à travers la forêt, serpentant entre les épicéas et les hêtres, dont les feuilles nouvelles formaient un dais verdoyant au-dessus de sa tête. Des oiseaux s'interpellaient dans les branches, et l'air était empli du bourdonnement des insectes affairés. À mesure qu'il s'approchait du village, Joseph sentait monter en lui une appréhension grandissante. Comment les gens réagiraient-ils? Que diraient-ils? Comment parler d'Élise sans que sa gorge ne se serre au point de l'étouffer? Et surtout, comment expliquer ce qui s'était passé pendant ces mois d'isolement, cette relation improbable avec un lynx sauvage qui avait, d'une certaine façon, sauvé son âme du désespoir. Les premières maisons apparurent, avec leurs toits pentus typiques du Jura et leurs façades en pierre claire. Quelques enfants jouaient sur la place du village, s'interrompant brièvement pour le regarder passer avant de retourner à leur jeu. Une femme étendant du linge dans son jardin lui fit un signe de la main auquel il répondit maladroitement. Tout semblait à la fois familier et étrangement nouveau, comme si ces quelques mois d'absence avaient transformé ce village qu'il connaissait depuis toujours en un lieu presque exotique. La réunion communale se tenait dans la salle des fêtes, un bâtiment modeste mais bien entretenu, qui servait aussi d'école de danse le mercredi et de lieu de répétition pour la chorale locale. Lorsque Joseph poussa la porte, les conversations qui animaient la salle s'interrompirent brièvement. Tous les yeux se tournèrent vers lui, certains avec surprise, d'autres avec un mélange de compassion et de curiosité. Ce fut Marie-Claude, l'épicière du village et amie de longue date d'Élise, qui brisa le silence en s'avançant vers lui, les bras ouverts. « Joseph, quel plaisir de te voir !» dit-elle en l'étreignant brièvement. « Tu nous as manqué. » D'autres s'approchèrent alors, lui serrant la main, lui tapotant l'épaule, lui exprimant des condoléances tardives ou simplement leur joie de le revoir. Joseph répondait par des hochements de tête et des sourires polis, se sentant à la fois touché par cette chaleur humaine et étrangement détaché, comme si une partie de lui était restée dans sa cabane, avec Sylvain. La réunion commença, présidée par le maire, un homme énergique d'une 50aine d'années qui avait remplacé l'ancien maire 2 ans auparavant. Les discussions portaient sur le pont de la Valserine, une structure vieillissante qui nécessitait des réparations urgentes. Il y avait des débats sur le coût, sur la méthode à utiliser,
sur la durée des travaux qui couperaient temporairement l'accès direct à la vallée voisine. Joseph écoutait, intervenait parfois lorsque son expérience de charpentier pouvait apporter un éclairage utile, mais une partie de son esprit restait tournée vers sa montagne, vers sa cabane, vers le lynx qui attendait peut-être son retour. Après la réunion, quelques personnes l'invitèrent à partager un verre au café du village. Joseph accepta, surpris de constater combien cette simple interaction sociale lui avait manqué. Ils s'installèrent à une table en terrasse, profitant du soleil printanier, et bientôt la conversation dévia naturellement vers ce que Joseph avait fait pendant ces mois d'absence. On commençait à s'inquiéter, dit Bernard, un éleveur de chèvres dont la ferme se trouvait à mi-chemin entre le village et la cabane de Joseph. Martin nous a dit que tu allais bien, mais tu sais comment c'est, on se fait des idées. Joseph hocha la tête, comprenant. Dans ces petites communautés isolées, veiller les uns sur les autres était une seconde nature, une nécessité même. J'avais besoin d'être seul, dit-il simplement, pour digérer tout ça. Il y eut un moment de silence respectueux, puis Marie-Claude posa une main sur son bras. « Élise nous manque à tous, dit-elle doucement. Elle était l'âme de ce village, avec ses histoires, ses connaissances sur les plantes, sa gentillesse. » Joseph sentit sa gorge se serrer, mais étrangement la douleur était moins vive qu'il ne l'avait craint. Parler d'Élise avec des gens qu'il avait connus et aimés apportait une sorte de réconfort qu'il n'avait pas anticipé. Ce fut Martin, assis en face de lui, qui changea subtilement le cours de la conversation. Joseph a eu une compagnie inhabituelle pendant son deuil, dit-il avec un demi-sourire. Joseph lui jeta un regard, à la fois surpris et légèrement inquiet. Il n'était pas sûr de vouloir partager l'histoire de Sylvain avec tout le monde. « Une compagnie ?» demanda Bernard, intrigué. « Tu veux dire que tu n'étais pas seul là-haut ?» Joseph hésita, puis décida que si Martin avait ouvert cette porte, c'était peut-être pour une raison. « Pas exactement seul, non, admit-il. J'ai fait la connaissance d'un lynx. » Il y eut un moment de silence stupéfait, puis une explosion de questions. Comment? Quand? Était-ce dangereux? Joseph raconta alors, avec des mots simples mais choisis avec soin, l'histoire de sa rencontre avec Sylvain, omettant certains détails plus personnels comme le lien avec Élise, mais partageant l'essentiel de cette relation extraordinaire qui s'était développée entre homme et animal sauvage. À sa grande surprise, personne ne sembla mettre en doute son récit ou le juger fou. Au contraire, ses auditeurs étaient fascinés, posant des questions, voulant savoir comment il avait gagné la confiance d'une créature aussi notoirement méfiante. Élise aurait adoré ça, dit Marie-Claude, les yeux brillants, elle qui passait des heures à observer les oiseaux et les animaux. Elle les connaissait déjà, révéla alors Joseph, mu par une impulsion soudaine. Il leur parla du carnet d'Élise, de ses notes sur le jeune lynx qu'elle avait nommé Sylvestre, de la façon dont elle l'avait nourri en secret. « C'est comme si elle me l'avait envoyé, » conclut-il, la voix légèrement tremblante, « pour que je ne sois pas seul. » Il y eut un silence ému autour de la table. Même Bernard, habituellement si pragmatique, semblait touché par cette histoire qui tenait presque de la fable. « C'est extraordinaire, » dit finalement le maire qui s'était joint à leur table. « Vraiment extraordinaire. Vous savez, Joseph, vous devriez partager cette histoire plus largement. Ces temps-ci, avec tous ces débats sur la protection de la faune sauvage, sur la cohabitation entre humains et animaux, votre expérience pourrait avoir un impact significatif. » Joseph secoua la tête, soudain mal à l'aise. « Je ne cherche pas à devenir une attraction touristique, Pierre. Sylvain n'est pas un animal de cirque. Notre amitié, faute d'un meilleur terme, est quelque chose de privé. » Bien sûr, s'empressa de dire le maire. Je ne suggérais pas de l'exploiter, mais peut-être un jour, si vous vous sentez prêt, un simple témoignage. Joseph promit d'y réfléchir.
mais il savait déjà que sa réponse serait non. Certaines choses étaient trop précieuses, trop fragiles pour être exposées au regard du monde. Sa relation avec Sylvain était l'une d'elles. La conversation dériva vers d'autres sujets, mais Joseph remarqua que quelque chose avait changé dans la façon dont les villageois le regardaient. Il y avait un respect nouveau dans leurs yeux, une curiosité bienveillante, comme s'il était devenu le gardien d'un secret précieux qu'ils espéraient un jour comprendre. Lorsqu'il reprit le chemin de sa cabane, en fin d'après-midi, Joseph se sentait étrangement léger. Renouer avec la communauté avait été moins difficile qu'il ne l'avait craint, et partager une partie de son histoire avec Sylvain avait été, d'une certaine façon, libérateur. Ces deux mondes qui composaient désormais sa vie, la solitude de la montagne avec son compagnon félin et la chaleur humaine du village, n'étaient peut-être pas aussi incompatibles qu'il l'avait cru. À mi-chemin, alors que le sentier s'enfonçait dans la forêt plus dense, Joseph s'arrêta net. Là, sur un rocher qui surplombait le chemin, se tenait Sylvain, immobile et majestueux dans la lumière dorée de la fin d'après-midi. « Tu es venu à ma rencontre ?» murmura Joseph, incrédule. Le lynx ne bougea pas, ses yeux ambrés fixés sur l'homme avec cette intensité caractéristique. Puis, d'un mouvement fluide, il sauta du rocher et atterrit silencieusement sur le sentier à quelques mètres devant Joseph. Il s'arrêta, tourna la tête vers lui comme pour s'assurer qu'il suivait, puis commença à marcher d'un pas tranquille vers la cabane. Joseph sourit, ému par ce geste qui semblait dire « Bienvenue chez nous ». L'été s'écoula, chaud et généreux, transformant la montagne en un écrin de verdure et de vie. Le potager de Joseph, plus fourni cette année qu'il ne l'avait été depuis longtemps, offrait une abondance de légumes et d'herbes aromatiques. Les framboises sauvages, qui poussaient à la lisière de la forêt, rougissaient sous le soleil d'août, attirant oiseaux et insectes, dans une symphonie de bourdonnements et de gazouillis. Joseph avait trouvé un nouvel équilibre dans sa vie. Il descendait au village une fois par semaine, généralement le samedi, pour vendre ses surplus de légumes au petit marché local et échanger quelques mots avec les habitants. Ces interactions, d'abord maladroites et forcées, étaient devenues plus naturelles, presque agréables. Il restait Joseph le solitaire, l'homme de la montagne, mais il n'était plus ce veuf brisé qui avait enterré sa femme seule. À la cabane, Sylvain continuait ses visites quotidiennes. Leur relation avait évolué vers une forme de compagnonnage silencieux mais profond. Le lynx n'était plus simplement une présence occasionnelle, il faisait partie intégrante de la vie de Joseph, aussi naturellement que le soleil qui se levait chaque matin ou que le vent qui murmurait dans les arbres. Parfois, lorsque Joseph travaillait dans son potager, Sylvain s'allongeait à l'ombre d'un arbre proche, l'observant avec une attention tranquille. D'autres fois, il partageait un moment près du petit ruisseau qui coulait non loin de la cabane. Joseph, assis sur une pierre plate, lisant à haute voix des passages du carnet d'Élise, pendant que Sylvain se désaltérait ou chassait paresseusement les poissons qui scintillaient dans l'eau claire. Le fait que Sylvain soit un animal sauvage, un prédateur respecté et craint, ne quittait jamais complètement l'esprit de Joseph. Il y avait une frontière invisible entre eux, une ligne que ni l'un ni l'autre ne franchissait entièrement. Joseph ne tentait jamais de domestiquer le lynx, de le transformer en un substitut de compagnon humain ou d'animal de compagnie. Et Sylvain, malgré sa confiance envers l'homme, gardait toujours une partie de lui-même ancrée dans le monde sauvage auquel il appartenait. C'était précisément cette distance respectueuse, ce mélange de proximité et d'altérité qui rendait leur relation si précieuse aux yeux de Joseph. Sylvain n'était pas un remplacement pour Élise, ni même une consolation dans son deuil. Il était une présence à part entière, une rencontre improbable entre deux mondes habituellement séparés, un pont entre l'humanité de Joseph et la nature sauvage qui l'entourait. Un soir de septembre, alors que les premiers frissons de l'automne commençaient à se faire sentir dans l'air du soir,
Joseph était assis sur le perron de sa cabane, contemplant le ciel qui s'embrasait des couleurs du couchant. Sylvain, couché à quelques pas, semblait lui aussi absorbé par ce spectacle, ses yeux dorés reflétant les nuances de pourpre et d'or qui teintaient à l'horizon. « 1 an, dit doucement Joseph, rompant le silence. Ça fait presque 1 an qu'Élise est partie. Sylvain tourna la tête vers lui, comme s'il comprenait l'importance de ces mots. « Et presque autant de temps que tu es entré dans ma vie, » continua Joseph. « Je ne sais pas si tu peux comprendre ça, mais tu m'as sauvé, d'une certaine façon. Quand tout semblait vide et sans but, tu m'as rappelé qu'il y avait encore de la beauté dans ce monde, des connexions à établir, des raisons de continuer. » Le lynx se leva, s'étira longuement, puis s'approcha de Joseph avec cette démarche souple et silencieuse qui caractérisait tous ses mouvements. Il s'arrêta à portée de main, plus près qu'il ne l'avait jamais été volontairement. Joseph tendit lentement la main, offrant au lynx la possibilité de s'approcher davantage ou de reculer selon son choix. À sa grande surprise, Sylvain avança encore d'un pas et frotta brièvement sa tête contre la paume ouverte de l'homme, un geste d'une intimité extraordinaire pour un animal habituellement si réservé. Ce contact fugace mais délibéré toucha Joseph au plus profond de son être. C'était comme si, en cet instant précis, un cercle se refermait. Une promesse tacite était tenue. Un message était délivré. « Elle t'aimait déjà », murmura Joseph, des larmes silencieuses coulant sur ses joues ridées. « Avant même que je ne te connaisse, elle voyait en toi ce que je vois maintenant, un être magnifique, libre et fier, mais capable aussi de compassion et de connexion. » Sylvain maintint le contact visuel pendant ce qui sembla être une éternité. Puis, avec la même grâce fluide qui caractérisait tous ses mouvements, il se détourna et s'éloigna vers la forêt, sa silhouette tachetée, se fondant progressivement dans les ombres grandissantes du crépuscule. Cette nuit-là, Joseph rêva d'Élise. Non pas l'Élise des derniers jours, affaiblie par la maladie, mais l'Élise de leurs meilleurs moments, riant sous la pluie d'été, ses cheveux brillants au soleil, ses yeux pétillants de cette curiosité insatiable qui l'avait toujours caractérisée. Dans ce rêve, elle marchait dans la forêt, s'arrêtant parfois pour noter quelque chose dans son carnet, ou pour observer un oiseau, une plante, un nuage. Et à ses côtés, marchant d'un pas tranquille comme s'il avait toujours été là, se trouvait Sylvain, son pelage luisant dans les taches de lumière qui filtraient à travers les branches. Joseph se réveilla avec une sensation de paix qu'il n'avait pas ressentie depuis le départ d'Élise. Ce rêve, loin de raviver sa douleur, lui avait apporté une forme de réconfort, comme si Élise elle-même lui avait envoyé un message. « Tout va bien, continue, je suis toujours là, d'une certaine façon. » Les jours qui suivirent eurent une qualité presque onirique. L'automne s'installait sur la montagne, parant les arbres de rouge et d'or, transformant le paysage en une tapisserie flamboyante. Joseph passait de longues heures à simplement contempler cette beauté, parfois seul, parfois en compagnie silencieuse de Sylvain. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à descendre au village pour le marché hebdomadaire, Joseph s'arrêta devant la photo d'Élise, qui trônait toujours sur la commode. Il la regarda longuement, notant les détails qu'il connaissait par cœur, la petite ride au coin de ses yeux quand elle souriait, la mèche rebelle qui tombait toujours sur son front, la chaleur qui semblait émaner d'elle-même à travers le papier glacé. « Je crois que je vais bien maintenant, Élise, » dit-il doucement. « Pas comme avant, bien sûr. Jamais comme avant. Mais bien tout de même. » Il prit le carnet d'Élise, qu'il avait pris l'habitude de porter avec lui lors de ses promenades, et le glissa dans sa poche. Puis il sortit, respirant profondément l'air vif du matin. À mi-chemin entre la cabane et le village, dans une petite clairière baignée de soleil, Joseph s'arrêta pour se reposer. Il sortit le carnet et l'ouvrit aux dernières pages utilisées par Élise, relisant ses observations sur le jeune lynx qu'elle avait nommé Sylvestre.
Puis il tourna la page, révélant le papier vierge qui avait attendu, patient, que quelqu'un y inscrive la suite de l'histoire. Joseph sortit un crayon de sa poche et commença à écrire, lentement d'abord, puis avec plus d'assurance. 9 septembre. Sylvain est venu comme tous les soirs. Son pelage commence à s'épaissir en prévision de l'hiver. Il m'a laissé le toucher aujourd'hui, brièvement, comme s'il voulait me dire quelque chose d'important. Les mots coulaient facilement, naturellement, comme si Élise guidait sa main. Il décrivit Sylvain, leurs interactions, les changements qu'il avait observés dans le comportement du lynx à mesure que les saisons passaient. Ce n'était pas un journal intime, mais plutôt une continuation du travail d'Élise, des observations précises, détaillées, empreintes d'un respect profond pour la vie sauvage. Lorsqu'il eut fini d'écrire, Joseph contempla la page couverte de son écriture anguleuse, si différente de celle d'Élise, mais portant néanmoins la même intention, capturer, comprendre, honorer. « Voilà, Élise », murmura-t-il en refermant doucement le carnet. L'histoire continue. En reprenant son chemin vers le village, Joseph sentit une présence familière qui l'accompagnait, invisible mais indéniable, non pas un fantôme, mais une empreinte laissée dans le monde, dans sa vie, dans son cœur. Élise continuait à vivre à travers ses souvenirs, à travers le carnet qu'il complétait maintenant, à travers sa façon de voir et d'aimer ce qui l'entourait. Et quelque part dans la forêt, silencieux et vigilant, Sylvain poursuivait sa vie de prédateur sauvage, libre et indépendant, mais portant lui aussi l'empreinte de cette rencontre improbable, de cette connexion qui avait transcendé les barrières habituelles entre homme et animal. C'était suffisant. C'était même plus que suffisant. C'était un cadeau, une grâce inattendue dans le chagrin, une preuve que même après la plus grande des pertes, la vie trouve des chemins surprenants pour continuer, pour offrir de nouvelles formes de beauté et de sens. En arrivant aux premières maisons du village, Joseph se retourna une dernière fois vers la montagne, vers la forêt qui abritait à la fois ses souvenirs les plus précieux et cet être extraordinaire qui avait choisi de partager un fragment de sa vie sauvage avec lui. « Merci », dit-il simplement, ces mots portés par le vent d'automne vers les hauteurs boisées, où peut-être des yeux dorés l'observaient encore, patient et vigilant, gardien silencieux d'un secret partagé.